Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une fois de plus de participer à un concours. Commençons déjà par aller sur le site grandchallenge.org. Voilà le site, donc je vous avais déjà proposé un concours la dernière fois sur l'extraction de vaisseaux sanguins à partir d'images rétiniennes. Donc là, on va en faire un autre. Donc on va cliquer sur Challenge et on va rechercher HC18. Et voilà le concours auquel je vous propose de participer. Ce qui est demandé ici, c'est mesurer la circonférence de crâne de fœtus à partir d'images d'échographie. Donc là, on a des images d'échographie de fœtus qui sont pris à différents âges dans le dataset. Et ce que nous demande donc ici, c'est de mesurer ce crâne pour voir s'il y a peut-être certaines pathologies, peut-être des retards dans le développement, peut-être, comme on va avoir ici les coordonnées de l'ellipse que l'on voit ici en rouge, peut-être voir des déformations éventuellement du crâne. Donc ça va permettre de détecter certaines pathologies. Donc voilà ce que l'on va essayer de faire. Comment vont être donnés les résultats, les données que l'on a à envoyer? Alors ça va être relativement simple. Ce que nous demande ici dans le fichier de résultats, c'est d'avoir la ligne suivante. On va voir au début le nom du fichier, donc ça c'est normal, le nom du fichier que l'on a analysé. On va nous demander ensuite les coordonnées X et Y du centre de l'ellipse. Donc on voit ici l'ellipse qui entoure le crâne. On va nous demander ce X et ce Y ici, en pixels. On va nous demander ensuite, hop, je remonte un peu, les deux demi-grands axes, donc le plus grand ici et le plus petit ici. Et on va nous demander ensuite l'inclinaison, donc l'angle par rapport à la verticale, l'angle en radian de cette ellipse. Donc voilà ce qui est demandé, donc les données sont relativement simples. Il faut approcher ce fœtus, le crâne de fœtus, par une ellipse dont on va donner les coordonnées et les dimensions. Pour participer, bien sûr, il faut s'inscrire au site. Donc c'est relativement simple, hein, juste avec un mail. Il faudra ensuite cliquer sur Join. Et pour récupérer le dataset, il est accessible sur la page de description, du concours. Et le dataset est ici, vous pourrez le télécharger sur cette page. On va y aller. Voilà, ici vous avez toutes les données, mais vous pourrez récupérer le dataset sur le site. Au niveau des données, on va récupérer deux CSV, bien sûr, un pour l'entraînement et un pour le test. Donc ça sera pour donner les résultats au site. Donc si on regarde ce premier document, hop, on a ici trois choses. On a le nom du fichier, donc on va regarder à quoi il ressemble tout à l'heure. On a ici une valeur qui sert à calculer la valeur finale, la circonférence du crâne, qui est la valeur en millimètres d'un pixel. Donc par exemple, si notre intelligence artificielle nous dit que l'ellipse est large de 10 mm, il suffira de multiplier par ce chiffre, par cette valeur, pour avoir la vraie mesure dans le réel. Et ici, on a le résultat du calcul de la circonférence du crâne, donc le périmètre de l'ellipse. On a ensuite, bien sûr, le répertoire avec les images, donc qui est ici, et le répertoire avec les images pour soumettre vos résultats au site. Donc, on va regarder ce qu'il y a dans Training Set. Il y a à chaque fois deux images, une image qui est une image d'échographie, donc ici on voit le crâne, et on a une deuxième image qui est une image de l'ellipse qui entoure ce crâne. Donc par exemple, pour cette échographie, voilà l'ellipse qu'il faudra donner. On va en voir quelques-unes. Donc voilà ici un autre crâne, et donc l'image que l'on doit renvoyer, enfin les coordonnées de l'ellipse que l'on doit renvoyer
doivent être celles-là. Alors si on regarde bien les noms des fichiers, ici on a à chaque fois une série de chiffres underscore hc.png pour l'image d'échographie, et on a exactement le même nom d'image, sauf qu'il y a un underscore annotation pour nous dire que c'est l'image qui contient l'ellipse que l'on doit trouver. Voilà ce que je propose pour résoudre ce problème. Il y a peu, j'ai fait une série sur YOLO, sur les réseaux de neurones YOLO. Donc ce qu'on avait vu, c'est que ces réseaux permettaient de localiser un objet dans l'image. Donc ce qui était fait, c'est une découpe de l'image. Donc ici, c'est découpé 3 sur 3. En général, bien sûr, on va un peu plus loin, mais c'est pour l'exemple. On a une des cellules qui peut s'activer en disant qu'elle reconnaît un des objets qui a été appris. On va avoir le point qui est le centre de l'image, le centre du rectangle, pardon, qui entoure notre objet. Donc ici le point jaune, qui est le centre du rectangle rouge. On va avoir ensuite une hauteur et une largeur. Donc ça nous permettra de correctement entourer ici la voiture, et on aura enfin la classe qui correspond à l'objet qui est reconnu. Alors pour notre exercice, on a quelque chose de beaucoup plus simple, puisque ici on n'a déjà qu'une classe d'objet, donc on ne va pas s'embêter avec la classe. On n'a pas besoin non plus de découper parce que l'objet ne sera présent qu'une fois. Et en plus, il sera toujours présent, donc les choses vont être beaucoup plus simples. On ne va pas avoir besoin du fameux indice confidence dont j'avais parlé la dernière fois. Donc cet indice qui nous dit dans cette cellule, plutôt dans ce rectangle, il y a quelque chose. Là, il y a toujours quelque chose. Donc on ne va pas s'embêter avec ça non plus. Et finalement, on va se trouver avec une sortie qui est beaucoup plus simple que celle du réseau YOLO, qui va être finalement de donner directement ce que l'on nous demande. Donc ce que je vais faire, c'est un réseau avec les 5 valeurs qui sont ici, tout simplement. Voilà ce que va être la sortie de notre réseau. Du coup, il va falloir que je transforme légèrement les données de mon dataset, puisque, comme on l'a vu, voilà, quand j'ai une image ici, j'ai une deuxième image qui est ce qui est plutôt un masque. On n'a pas des données qui ressemblent à ce que l'on a ici en fond, mais on a ceci. Donc ça, transformer ça en ça, c'est pas un gros problème. Je peux faire ça très facilement avec OpenCV. On va donner donc ce qui est un masque à la fonction FineContour d'OpenCV. Je l'ai souvent utilisé sur cette chaîne. C'est une fonction qu'il faut absolument connaître dans OpenCV. Et une fois que OpenCV nous a trouvé des contours, on a ensuite accès à tout un tas de fonctions pour entourer, pour approcher les formes qui sont trouvées par différentes figures géométriques. Et une de ces figures géométriques, c'est justement une ellipse. Donc c'est la fonction CV, donc ça sera CV2 fit_ellipse, à qui on donnera la sortie de la fonction FineContour et qui va nous renvoyer exactement, je vais retrouver ça ici, voilà, exactement ce que l'on veut. Elle va vraiment nous renvoyer ces données. Donc je vais transformer mon image en données ici, et du coup j'aurai plus qu'à lancer un apprentissage pour que le réseau de neurones nous sorte ça en fonction d'un dataset donc qui aura été adapté. Pour ce qui est du réseau, j'ai choisi, comme assez souvent, un réseau résiduel. Alors, je ne vais pas expliquer l'architecture de ce réseau puisque je l'avais déjà fait. J'ai consacré une vidéo, voilà, à ce type de réseau. Donc ici, vous pourrez regarder cette vidéo. Alors, le code est en TensorFlow 1. Ici, je le fais en TensorFlow 2, mais toute la partie théorique au début est exactement les mêmes. Donc, ce que l'on avait vu, c'est qu'il y avait bien sûr différentes variantes. Comme toujours, moi je vais utiliser plutôt la variante qui est ici. Le bloc qui va être répété tout au long du réseau va être le bloc qui ressemble à celui-là. Voilà donc la description du bloc. Donc ce bloc est ici. Et ce que je fais ensuite, c'est que je fais un réseau très profond. C'est un des avantages du réseau résiduel, c'est qu'on peut faire un réseau très profond. Et du coup, on a un réseau qui vraiment peut comprendre des images un peu complexes. Donc là, j'ai obtenu des résultats qui sont plutôt bons avec ce type de réseau. Alors, je ne sais pas, je ne me rappelle plus combien de couches j'ai mis, mais comme on peut le voir, j'en ai mis plutôt pas mal. J'ai aussi utilisé du dropout, histoire d'aller un peu plus loin
dans l'apprentissage. Donc ça, je l'avais déjà fait plusieurs fois, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et en sortie, donc je vais avoir mes 5 informations en sortie, donc le XY, centre de l'ellipse, le demi-grand axe, le demi-petit axe et puis l'angle. Et on va mettre la fonction d'activation. Donc ça veut dire qu'il faudra normaliser toutes les données. Mais ça, c'est assez simple. Donc voilà quelle est la sortie du réseau de neurones. On va juste avoir 5 neurones avec cette fonction d'activation. Bien, donc maintenant il va falloir préparer les données. Alors pour préparer les données, je vais déjà faire une fonction à qui on donne l'image et l'image ellipse. Je vais sur l'image d'ellipse donc utiliser ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, utiliser la fonction fineContour qui s'est trouvée dans une image de type masque, c'est-à-dire qu'avec des 1 et des 0, ou des 0 et des 255, selon le format que l'on prend. Ici, je vais utiliser la fonction fineContour, et normalement, on va trouver, moi je récupère l'ensemble des contours, c'est-à-dire pas que les contours externes. Je dois donc avoir 2 contours par image. Le contour, on va dire, extérieur de l'ellipse et le contour intérieur de l'ellipse. Alors pourquoi je fais ça? Je ne sais pas si je suis allé un peu loin dans le truc. Je pense que en prenant juste le contour extérieur de l'ellipse, on aurait pu avoir un résultat plutôt bon pour être sûr de bien avoir exactement l'ellipse qui est donnée dans le dataset. J'ai pris le contour extérieur et le contour intérieur et j'ai fait une moyenne des 2 valeurs. Donc voilà, c'est ce qui est fait ici. Donc je fais mon fineContour. Je fais ensuite appel 2 fois à la fonction fitEllipse qui me renvoie exactement ce que je veux, le XY, grand axe, petit axe et un angle. Et je fais ensuite la moyenne sur ces 2 ellipses. Alors si j'ai autre chose que 2 contours, je renvoie une erreur. Il arrive qu'il y ait de temps en temps une erreur parce que pour agrandir mon dataset, comme toujours, je vais faire des rotations sur l'image. On va le voir un petit peu plus loin. En faisant des rotations sur l'image, il est possible que l'ellipse sorte, on va dire, d'un quart de l'image. Et ça peut troubler la fonction fitEllipse, qui n'a pas assez de données pour entourer le contour d'une ellipse. Donc on peut avoir de temps en temps, ou plutôt pour la fonction fineContour. Donc on peut avoir de temps en temps des petites erreurs. Donc je les gère ici en regardant si j'ai le bon nombre de données théoriques. Une fois que j'ai mon ellipse extérieure et intérieure, donc c'est ce que j'ai dit, je fais une moyenne pour avoir les bonnes données. Et ensuite, il ne faut pas oublier de normaliser. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme norme? Ici, config.norm ressemble à ça. J'ai un fichier de configuration. Je prends tout simplement le max de la largeur et de la hauteur de l'image que je donne en entrée de réseau de neurones. Donc, je vais normaliser dans cet exemple sur 200, qui est la largeur de l'image, qui est donc l'image que je donne en entrée de réseau de neurones. Donc, je vais normaliser toutes mes valeurs là-dessus, sur cette valeur, et je vais diviser l'angle par 180 puisque ma fonction ici me renvoie un angle en degrés. Il faudra la passer plus tard, il ne faudra pas oublier de la passer plus tard en radians, puisque c'est ce qu'on nous demande sur le concours. Maintenant que j'ai une fonction qui sait me préparer des données en fonction des images, ça va être relativement simple. Donc je vais faire une fonction prépare-data à qui je vais donner un fichier CSV. Donc on avait vu qu'on pouvait lire sur ce type de fichier avec cette commande tout simplement. On lui donne le délimiteur et on va pouvoir parser, en fait on va récupérer un tableau, hein, donc on va pouvoir parser très facilement ce fichier. On a 2 fichiers à lire. Si je reprends mon fichier CSV, voilà, ce qu'on avait au tout début, c'est un nom de fichier, mais il ne faut pas oublier que on a le fichier image et on a aussi le fichier underscore annotation qui comprend l'ellipse qui est la réponse qu'il faut donner. Donc on a 2 fichiers à ouvrir. Ne pas oublier bien sûr de vérifier que les fichiers ne soient pas absents juste au cas où, mais le dataset là était bon, il y a bien tous les fichiers. Alors pour augmenter le dataset, je vais faire une rotation de tous mes fichiers parce qu'il n'y en a pas assez, donc on va faire une rotation tous les 30 degrés, ce qui va pas mal augmenter la taille du dataset. Et
ici, je vais faire une petite transformation. Alors, je ferai un commentaire tout à l'heure sur cette transformation qui est assez importante et qui m'a permis de pas mal gagner en précision. J'en parle un petit peu après. Un tout petit peu plus loin, je rajoute aléatoirement, ça je le fais très souvent, un peu de bruit. Et ici, toujours pour compléter le dataset, je vais faire des flips, c'est-à-dire des symétries horizontales et verticales, sur lesquelles j'effectuerai exactement les mêmes calculs. On va extraire les mêmes informations, bien sûr, mais on va faire, en plus des rotations, des symétries horizontales et verticales. Tout ça dans le but de bien compléter le dataset. Mais je ne vais pas faire plus de choses sur ce dataset. Là, j'ai suffisamment de données pour faire un apprentissage qui me donne de bons résultats. Pour ce qui est du fichier train.py, il n'y a rien de spécifique dedans, à part la fonction de perte. Donc ça, c'est le schéma classique qu'on a qu'on fait à chaque fois avec TensorFlow 2. On a un train step et un train dans lequel on a notre boucle sur les différents batchs. Mais j'ai juste mis une fonction ici, une fonction de perte qui est un peu particulière, mais qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait vu sur les réseaux YOLO. Donc si vous vous rappelez bien ce qu'on avait vu la dernière fois sur les réseaux YOLO, c'est qu'on avait grosso modo des erreurs quadratiques à calculer uniquement quand les objets sont présents, mais là l'objet est toujours présent, donc j'ai pas à faire le fameux test qui est ici. Mais ce que l'on avait vu aussi, c'est qu'il y avait un coefficient lambda devant les x, y et hauteur et largeur du réseau. Et ça améliorait un petit peu l'apprentissage du réseau. Donc ce que j'ai fait ici, c'est un peu la même chose. Dans la partie qui est là, je vais extraire x et y, qui sont les deux premières valeurs de la sortie du réseau, ou des labels. Je vais récupérer le grand axe et le petit axe, et récupérer l'angle ici. Et je vais faire tout simplement, c'est ce qu'il y a sur ces trois lignes, donc comme on le voit ici, on va faire la différence des deux, on va mettre ça au carré et on va faire une somme, donc on fait une erreur quadratique. Mais je vais multiplier ça par un coefficient lambda devant. Alors j'en ai mis un différent ici à chaque fois, en tout cas j'ai pris des noms différents, même si j'ai mis la même chose sur le premier et sur le deuxième. J'ai eu des résultats qui sont meilleurs avec cette valeur, même si j'en ai pas testé non plus 50 parce que chaque apprentissage prend plusieurs heures, mais j'ai fait au moins, je dirais presque une dizaine d'essais. J'ai eu de bons résultats avec ces valeurs. Bon, si vous essayez d'autres valeurs et que vous avez des résultats meilleurs que ce que je vais montrer là sur le site tout à l'heure en mettant les résultats, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à dire les coefficients que vous avez utilisés ici, voire une fonction, voire des fonctions de perte différentes si vous en avez utilisé une différente. Si on lance le programme inférence, voilà ce que l'on obtient. Alors dans ce programme, j'affiche en vert, là je suis sur la base d'entraînement. Donc déjà on va regarder ce que ça donne sur la base d'entraînement et on va voir après ce que ça donne sur le jeu de test. Sur la base d'entraînement, on a en vert la bonne réponse, avec ici donc la bonne réponse, et en rouge la prédiction du réseau de neurones après 60 cycles d'apprentissage. Donc là on voit qu'on colle plutôt bien, au dataset. On va en voir quelques-unes. Ici, un léger problème d'angle. Mais en regardant, après avoir regardé pas mal d'images, on a des résultats qui sont pas mal du tout. Les images ne sont pas toujours faciles à lire. Là, on voit que ça colle vraiment bien. On est plutôt proche. Et sur quasiment toute la base de données, on a des résultats qui sont à peu près similaires. Donc quelque chose de vraiment pas mal. On va regarder maintenant sur la base de test. Voilà ce que l'on obtient sur la base de test. Donc bien sûr ici il n'y a pas d'ellipse verte. On arrive, même si on n'est pas médecin, on arrive assez facilement à trouver le crâne ici. Donc là on voit que l'ellipse est bien, on a quelque chose de plutôt bon. On va en regarder quelques-unes.
PC rame un peu. Voilà, donc là, on a aussi quelque chose de pas mal. Alors, tout à l'heure, je suis passé un peu rapidement sur ma fonction qui fait mon dataset. J'ai dit que je reviendrai sur un petit détail. Ici, on va voir que sur certaines images, là voilà, on voit que ça marche bien, mais ce qu'on va voir, c'est que après avoir regardé presque toutes les images du jeu de test, on s'aperçoit que sur les crânes qui sont grands, quand je dis qu'ils sont grands, c'est pas grand dans le réel, c'est grand sur l'image, qui occupe une grande place sur l'image. On s'aperçoit que le résultat est bon, ça marche vraiment bien. Par contre, si on va un peu plus loin, on va avoir quelques crânes qui vont être plus petits sur l'image. Et là, on va voir que le résultat est beaucoup moins bon. Alors là encore, ça va, mais on va aller en chercher une plus loin qui n'est vraiment pas bonne. Voilà, par exemple, une image où ici, le réseau est complètement à côté de la plaque. On voit le crâne ici, mais là, on voit que le réseau rame. Alors, on ne sait pas trop pourquoi il donne ici, parce que il n'y a rien du tout qui puisse faire penser qu'il y a un crâne, mais bon, peu importe, ça marche pas. Et en regardant tous les résultats, je ne vais pas le faire ici parce qu'il y a pas mal d'images, je me suis aperçu que les crânes qui prenaient beaucoup de place étaient très bons, et ceux qui étaient petits, de temps en temps, on avait un résultat vraiment complètement à côté de la plaque, comme celui-là. Alors, ce qui est bien quand on remarque ce genre de choses, c'est qu'on peut aller corriger. Alors, même si sur le papier, les réseaux de neurones sont censés savoir gérer des différences d'échelle, on peut lui donner des objets à une certaine échelle, il devrait pouvoir les repérer à une autre échelle. Il y a des fois une petite différence entre la théorie et la pratique. Et là, en faisant tout simplement la chose suivante, une fois de temps en temps, donc ici une fois sur deux, je réduis l'image de manière à avoir dans mon dataset beaucoup plus de petits crânes. En faisant juste cette manip et en relançant un apprentissage, alors je reste toujours sur 60 apprentissages, j'obtiens le résultat suivant. Voilà le résultat après l'entraînement. Donc là, on est beaucoup mieux. Alors, c'est pas encore parfait, mais on est largement mieux qu'avant. Et en ayant regardé toute la base de données, là j'ai pris le cas le pire, hein, mais en regardant toute la base de données, j'avais beaucoup d'autres erreurs sur ces petits crânes. Maintenant, j'en ai beaucoup moins. Donc là, je vais aller mettre les résultats sur le site. Alors, si vous voulez générer des résultats avec le code que j'ai fait, c'est le programme result.py qui prend toute la base de test et qui vous génère le fichier au bon format. C'est un fichier CSV qu'il faut donner. Bien, si on va sur la page des résultats, on s'aperçoit d'une chose déjà, c'est qu'il y a vraiment pas mal de monde qui a participé à ce concours. Donc ça, c'est bien, c'est pas toujours le cas. Visiblement, beaucoup de gens ont trouvé une bonne solution à ce problème. Ce que l'on voit aussi, c'est que du coup, les résultats sont très serrés. Donc là, on a la moyenne de la valeur absolue des différences en millimètres. Donc je suppose que là, on est en train de dire que le premier est en moyenne à 1,72 mm d'erreur. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et après avoir mis, alors j'ai fait différents essais. Si je viens ici, au mieux j'étais 424. Il faudrait que je republie un nouvel essai ce soir parce qu'il y a 24 heures entre deux essais. Si on va... Non, je me suis trompé de page. On va prendre les résultats. Le 400e, quand j'étais 400e, j'étais à peu près à 2,2 mm d'erreur. Donc on voit que ça se joue à très peu. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont trouvé un résultat qui est bon, donc ça c'est plutôt bien. Je vais juste aller revoir tout de même si c'est ça. Là on est 300, 350. Voilà, j'étais... On va y arriver, 424. Voilà, donc j'étais... Ah ben on voit mon ancien résultat. Voilà, j'étais à 2,29. Donc on voit que c'est vraiment serré en étant 400e. Je suis à peu près à 0,4, 0,5 mm du premier. C'est vraiment très serré. Voilà pour ce concours.
Voilà pour cette vidéo, donc comme vous le savez, comme toujours, je vous laisse tout mon code à disposition. Le lien est dans la description de la vidéo, le lien GitHub est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à dire comment vous avez répondu à ce problème. N'hésitez pas à dire si vous avez juste un peu amélioré ce que j'ai fait ou si vous avez fait une proposition très différente. Tout ça m'intéresse et intéressera un peu tout le monde. Bien sûr, si vous avez des questions, vous le savez, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. J'ai beaucoup de travail à côté et la chaîne est en train de prendre, j'ai de plus en plus de questions. Donc des fois je réponds avec beaucoup de retard, mais j'essaie de répondre à tout le monde. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, ça m'incitera à faire de nouvelles vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.